Donc, salam alaikum. غادي نحاولوا نبداو هذه الحصة. Toujours dans la première unité, il y a la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Donc, on a vu le premier chapitre, les كان خاص les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Maintenant, on va voir le deuxième chapitre, toujours de la première unité, qui est le rôle du muscle strié squelettique dans la conversion de l'énergie. Maintenant, on va essayer de voir comment la cellule va utiliser l'énergie qui a libéré de la matière organique. C'est-à-dire, après que la cellule libère l'énergie emmagasinée dans la matière organique, maintenant on va voir comment elle va l'utiliser dans l'activité musculaire. Bien sûr, on va parler de la cellule musculaire. On dit chouchou, la cellule musculaire. On va voir comment cette cellule musculaire va convertir l'énergie chimique, c'est-à-dire l'ATP qui a été extraite de la matière organique, en énergie mécanique, c'est-à-dire en mouvement. D'accord? Alors au début, là vous avez le soleil, donc c'est-à-dire qui est la source, bien l'origine de l'énergie dans l'écosystème. Là, vous avez l'ATP, c'est-à-dire que les plantes, elles vont convertir l'énergie lumineuse en ATP. Et voilà, cette ATP maintenant, elle va être utilisée par les cellules musculaires pour produire un mouvement. D'accord? Voilà. Donc, sans tarder, on va essayer de commencer. Donc, d'abord, nous avons trois types de muscles. Nous avons trois types de muscles. Donc, nous avons le muscle squelettique, nous avons le muscle cardiaque et nous avons le muscle lisse. D'accord? Donc, trois types de muscles. Le muscle squelettique, c'est toujours le muscle qui est lié qui est lié à l'os. D'accord? Donc, responsable de mouvement. Le muscle cardiaque, c'est le muscle qui se trouve au niveau du cœur. Et vous avez le muscle lisse qui se trouve au niveau des intestins, des vaisseaux sanguins, etc. Alors, ce qui nous intéresse nous-mêmes, donc ce qu'on va étudier, c'est le muscle squelettique. C'est-à-dire, on va voir comment le muscle squelettique, elle va transformer, elle va convertir l'énergie, c'est-à-dire l'ATP, en énergie mécanique. Alors, d'abord, on va commencer par l'enregistrement de la contraction musculaire. D'accord? On va comment enregistrer, comment enregistrer la contraction musculaire. Donc, pour étudier le muscle, il faut étudier la contraction musculaire. Et pour étudier la contraction musculaire, il faut l'enregistrer. C'est-à-dire, il faut la transformer en un dessin. D'accord? Qu'on peut analyser. Voilà, là vous avez le protocole expérimental utilisé. Là vous avez une planchette sur laquelle est fixée une grenouille. D'accord, là on a enlevé, si vous voulez, la peau de cette patte postérieure. Là vous avez un muscle. Ce muscle là, il va être lié par la suite à un appareil enregistreur. Là vous avez un stylet enregistreur. Là vous avez un cylindre qui tourne. Et voilà, ce cylindre, il va enregistrer. Lorsque ce muscle-là, elle va être excitée donc par l'excitation du nerf sciatique. Lorsque ce muscle-là va être excité, il va se contracter. D'accord? Cette contraction maintenant, elle peut être enregistrée sous forme d'une courbe, d'accord? D'un dessin, d'accord? Là maintenant, on va essayer d'analyser ce dessin qu'on a obtenu, c'est-à-dire qu'on obtient par l'excitation d'un muscle et en utilisant ce protocole expérimental. Voilà, la voici la courbe, ou bien l'enregistrement qu'on a obtenu, donc après l'excitation du muscle et après la contraction du muscle. Et là, vous avez plusieurs courbes. Donc, vous avez la courbe T, donc T, c'est-à-dire la chronographe, c'est-à-dire ça nous indique le temps. Là, vous avez S, c'est-à-dire signal d'excitation. Bien sûr, il y a un signal d'excitation. Et vous avez bien sûr le myogramme. Le myogramme, c'est celui qui nous intéresse, donc, elle enregistre l'activité musculaire, c'est la contraction musculaire. Là, si vous remarquez très bien, vous allez remarquer que cette activité, cette réponse musculaire, c'est-à-dire on a excité le muscle et que ce muscle-là, elle a répondu à l'excitation. Bien sûr, l'excitation, elle est efficace. Bien sûr, lorsque le muscle répond, bien sûr, à cette excitation, on remarque, ça c'est le moment de l'excitation, c'est ça. Après tout simplement l'excitation, on remarque qu'il y a une petite durée, c'est-à-dire une période là où il n'y a encore pas de réponse. D'accord? C'est juste après le moment d'excitation. C'est la première étape ou bien la première phase, si vous voulez,
de la réponse musculaire. C'est après l'excitation, ça c'est la première phase. C'est là où on ne remarque pas vraiment de réponse musculaire. Là, vous avez un deuxième temps, ou bien une deuxième période, c'est elle qui suit la première phase. C'est là où on remarque tout simplement qu'il y a une augmentation tout simplement de la courbe qui représente la réponse musculaire. Il y a une augmentation, c'est-à-dire là où il apparaît vraiment la réponse musculaire. Et par la suite, on remarque bien sûr la troisième étape, ou bien la troisième phase. C'est là la réponse musculaire, bien sûr, durant cette phase, elle va disparaître pour revenir à l'état initial. Et là, en fait, là, vous avez la première étape, euh, tout simplement, ou bien la première phase s'appelle le temps de latence, c'est-à-dire la phase de latence. La deuxième phase, c'est la phase de contraction, et la troisième phase, c'est la phase de relâchement. Bien sûr, lorsqu'on excite un muscle, on obtient une réponse musculaire qui est brève et qui est isolée. Et cette réponse musculaire qui est brève et isolée, bien sûr, s'appelle la secousse musculaire. D'accord? Cette réponse musculaire, tout simplement, qui résulte d'une seule excitation, s'appelle la secousse musculaire. Maintenant, on va essayer d'étudier encore plus cette secousse musculaire. C'est-à-dire, on étudie maintenant l'activité musculaire, on étudie maintenant la contraction musculaire. Alors, la secousse musculaire se compose de trois phases, comme on a dit, bien sûr. Ça, vous avez le moment d'excitation, vous avez la phase de latence. C'est la phase qui vient juste après l'excitation. Et là, on ne remarque pas vraiment de, 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 de réponse. Là, vous avez la phase de latence. Vous avez la phase de contraction, c'est là où il apparaît la réponse, c'est-à-dire le muscle se contracte. Là, vous avez la phase de relâchement, c'est-à-dire que le muscle, ou bien, il va revenir à son état initial. Donc, vous avez la première phase, c'est la phase de latence, c'est la durée entre le moment de l'excitation et le début de la réponse. Vous avez la phase, tout simplement, la deuxième phase et la phase de contraction, c'est la phase durant laquelle le muscle se contracte, c'est-à-dire il y a un raccourcissement de la longueur du muscle, c'est-à-dire la longueur du muscle, elle va décroître. Et vous avez bien sûr la troisième phase, c'est la phase de relâchement. C'est durant laquelle le muscle reprend ses dimensions initiales. C'est-à-dire il va revenir à son état initial, à ses dimensions initiales. Ben voilà les trois phases de la secousse musculaire. Déjà, si jamais on vous demande de définir la secousse musculaire, la secousse musculaire, tu vas dire la secousse musculaire, c'est une réponse musculaire qui est brève et isolée à une excitation et il se compose de trois phases. Phase de latence, phase de contraction et phase de relâchement. Maintenant, on va voir la réponse musculaire à deux excitations efficaces et de même intensité. Donc, allez, je vois la réponse musculaire maintenant lorsqu'on on applique à ce muscle deux excitations efficaces et de même intensité. D'accord? Et là, on va changer le temps entre les deux excitations. D'accord? Alors là, comme vous pouvez le voir, vous avez trois, trois figures. Donc la première figure, la figure A, B et C. La différence entre ces trois figures, c'est que à chaque fois, on change la durée entre les deux excitations. Les deux excitations. Alors là, au début, comme vous pouvez le voir, on a excité le muscle avec l'excitation S1 et on a obtenu une réponse musculaire avec ces trois phases qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire une première secousse musculaire, et puis on a laissé passer un temps de 1,2 secondes, c'est-à-dire après 1,2 secondes, on a appliqué la deuxième excitation, S2. D'accord? Et on a obtenu une autre secousse musculaire de même amplitude et qui ressemble vraiment à la première secousse musculaire. Et là, en fait, la durée entre les deux excitations est un peu longue. D'accord? Et voilà, lorsque la durée, c'est-à-dire lorsque les excitations sont éloignées, d'accord? Là, vous avez les deux excitations sont suffisamment éloignées, ou bien on enregistre 12 secousses musculaires de même amplitude. D'accord? Deux secousses musculaires qui sont pareilles, qui se ressemblent. On va voir la deuxième figure. B. B, nous avons deux excitations qui sont rapprochées. Alors, on va maintenant diminuer le temps le temps entre les deux excitations. Là, le temps était 1,2. Là maintenant, nous avons seulement 0,6 secondes. Alors, donc, on applique une première
excitation, on obtient une réponse. Et puis, on applique une deuxième excitation après 0,6 secondes. On obtient, donc si vous remarquez bien, cette réponse, ou bien cette excitation S2, elle survient, ou bien elle atteint le muscle durant la phase de relâchement de la première réponse. D'accord? Alors, lorsque la deuxième excitation survient, ou bien atteint le muscle durant la phase de relâchement du première réponse, ou bien on obtient une deuxième réponse d'amplitude, tout simplement, qui est très grande que la première. Et cette deuxième réponse, elle va être unie, elle va être fusionnée avec la première réponse. Et ce fusionnement-là, c'est-à-dire normalement, cette fusion-là, normalement, elle est incomplète. Donc, nous n'avons pas tout simplement une fusion qui est complète, nous avons une fusion qui est incomplète, c'est-à-dire imparfaite. D'accord? Alors, la deuxième excitation se fait pendant la phase de relâchement de la première réponse. Elle se produit une fusion qui est incomplète. D'accord? Donc, nous avons une fusion qui est incomplète. Pourquoi? Parce que la deuxième excitation se fait durant la phase du relâchement de la première secousse. Maintenant, la figure C, les deux excitations sont vraiment rapprochées, donc sont tellement rapprochées que la deuxième excitation se produit, ou bien atteint le muscle durant la phase de quoi? La phase de contraction de la première réponse, de la première secousse. Et bien là, lorsque la deuxième excitation se fait pendant la phase de contraction de la première réponse, elle se produit une fusion qui est complète. Voilà, donc là, il faut faire la différence. Lorsque tu fais la fusion il y a incomplète et vous avez la fusion il y a complète, ou bien parfait, imparfait. Donc la fusion qui est incomplète, c'est lorsque la deuxième excitation se fait durant la phase de relâchement de, de, de la première secousse. La fusion incomplète, la fusion qui est complète se produit lorsque la deuxième excitation se produit durant la phase de contraction de la première secousse. Alors voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la réponse du muscle à plusieurs excitations efficaces et de même intensité. Toujours la même intensité, mais ce sont plusieurs excitations qui sont efficaces. Donc, tout à l'heure, nous avons deux excitations. Maintenant, plusieurs excitations qui sont efficaces. Et là, on va voir le premier cas, la figure 1 et la figure 2. Alors, la figure 1, plusieurs excitations de faible fréquence, c'est-à-dire, on va faire, toujours on a plusieurs, toujours on va appliquer au muscle plusieurs excitations, mais on va changer la durée entre ces excitations. Là, vous avez la fréquence qui est faible, c'est-à-dire la durée entre les excitations est un peu grande, d'accord, et un peu longue, d'accord. Là, vous avez les excitations sont vraiment très rapprochées. La figure 2, les excitations sont très rapprochées, et la figure 1, les excitations sont éloignées. Voilà. Alors, on remarque là que nous avons plusieurs réponses et que ces réponses, c'est-à-dire nous avons plusieurs secousses musculaires et que ces secousses musculaires sont unies, sont fusionnées de façon incomplète. Et cela veut dire que chaque excitation se produit durant la phase de relâchement de la secousse musculaire qui précède. Alors, chaque excitation se produit ou bien se fait pendant la phase de relâchement de la réponse précédente. Les secousses se fusionnent de façon incomplète. On parle de tétanos imparfait. D'accord? Alors, le tétanos imparfait, c'est tout simplement une fusion incomplète de plusieurs excitations. D'accord? Alors, le tétanos imparfait, c'est un fusion ou bien c'est une fusion, si vous voulez, incomplète de plusieurs excitations et elle se produit lorsque l'excitation se produit lors de la phase de relâchement. Alors maintenant, on va voir lorsque la fréquence des excitations est forte, c'est-à-dire les excitations sont très rapprochées, l'une après l'autre. Alors qu'est-ce qu'il se produit là? Eh bien, on remarque qu'il y a une seule réponse, qui est une réponse, une grande réponse, d'accord, se forme d'une seule secousse musculaire, mais il est vraiment gigantesque, d'accord? Alors là, tout simplement, ça représente en fait la fusion, si vous voulez, de plusieurs secousses musculaires. Là, nous avons plusieurs secousses musculaires qui sont fusionnées, mais elles sont fusionnées de façon complète. Pourquoi? Parce que les excitations sont très rapprochées, c'est-à-dire nous avons une forte fréquence. Et là, en fait, ça s'explique bien sûr par
le fait que les excitations elles sont appliquées en muscle au moment de la contraction de la première secousse, de la secousse précédente. D'accord? Alors, chaque excitation se fait pendant la phase de contraction de la réponse précédente. Les secousses se fusionnent de façon complète. On parle de tétanos parfait. Alors, nous avons deux types de tétanos. Nous avons le tétanos qui est imparfait, c'est lorsque les réponses musculaires, lorsque les secousses musculaires sont fusionnées de façon incomplète. Et ça se produit lorsque chaque excitation atteint le muscle au moment de relâchement de la première ou bien de la secousse précédente. Et nous avons un tétanos qui est complet, qui est tout simplement représente la fusion parfaite de plusieurs réponses, de plusieurs secousses suite à une excitation, suite à plusieurs excitations qui sont vraiment, vraiment de forte fréquence, c'est-à-dire que chaque excitation se produit durant la contraction, ou bien durant la phase de contraction de la première ou bien de la réponse précédente. Voilà. Alors maintenant, on va voir la réponse du muscle à plusieurs excitations efficaces d'intensité croissante. Alors, si vous remarquez, la première, ou bien les deux premiers cas, les deux premiers cas, on a de même intensité toujours. Mais maintenant, on va voir des excitations qui sont efficaces, mais d'intensité croissante. On va augmenter maintenant l'intensité. Alors maintenant, nous avons 2 et 1 à et 13. C'est des excitations. Et 1 et 2 et 3, ce sont des excitations. Quelle est la différence entre ces excitations? C'est l'intensité. Et 1, c'est vraiment l'excitation dans l'intensité la plus faible. Et vous avez E13, c'est la plus grande intensité. Là, vous avez les réponses. On a représenté les réponses par l'amplitude. Parce que, bien sûr, les excitations ici sont très éloignées. Donc, on n'a pas de problème de fusion. Donc, écoute, j'ai un qu'il y a une fusion parce qu'ils sont très éloignés. C'est-à-dire, on aura des réponses, des secousses qui sont isolées. Mais on a représenté les secousses par l'amplitude. Ça reflète l'amplitude. Et voilà, vous remarquez que l'amplitude augmente. D'accord? Voilà, c'est-à-dire l'amplitude des réponses augmente. Alors, plusieurs excitations isolées avec une intensité croissante. Là, on remarque que I1, l'excitation I1, ne produit pas de réponse. D'accord? C'est-à-dire l'excitation I1 dans l'intensité est la plus faible ne produit pas de réponse. C'est pourquoi? Parce que tout simplement, cette excitation est inefficace. D'accord? Alors, la première excitation I1 ne produit pas de réponse musculaire, c'est parce qu'il est inefficace. Insuffisante pour que le muscle soit euh, 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 pour que le muscle puisse répondre. D'accord? Il est inefficace. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que cette intensité d'excitation, il est inefficace. Elle est insuffisante pour que le muscle réponde. D'accord? Et voilà, on dit que l'excitation, il est inefficace. Maintenant, on remarque que à partir de la deuxième excitation jusqu'à l'excitation 13, on remarque on a toujours de réponses et que cette réponse, bien sûr, augmente. Donc, l'amplitude de la réponse de la secousse musculaire augmente. D'accord? Et là, on doit bien sûr expliquer pourquoi on a une augmentation. Bien sûr, on remarque qu'il y a une augmentation de l'amplitude de la réponse avec l'augmentation de l'intensité. Parce qu'on a dit que l'intensité augmente de E1 à E13. Donc, plus l'intensité augmente, plus on aura une augmentation au niveau de l'amplitude des réponses. D'accord? Voilà. Alors, à partir de E1, on obtient des réponses dont l'amplitude augmente avec l'augmentation de l'intensité des excitations. Alors là, bien sûr, on doit expliquer ce phénomène. Alors, déjà, le phénomène s'explique par le fait que le muscle est composé de plusieurs unités, c'est-à-dire il est composé de plusieurs fibres. D'accord? Le muscle, il est composé de plusieurs fibres. C'est tout simplement des cellules. Et ces fibres-là, elles sont utilisées par le muscle en fonction de l'intensité de l'excitation. Si on excite le muscle avec une intensité faible, eh bien le muscle ne va pas utiliser toutes les unités, toutes les fibres. Il va utiliser un, deux fibres, etc. Lorsqu'on augmente de plus en plus l'intensité de l'excitation, le muscle il va utiliser de plus en plus les fibres qu'il contient. D'accord? Et voilà, il va mobiliser, si vous voulez, des fibres de plus en plus en fonction de l'intensité.
D'accord? Et voilà, c'est-à-dire elle va mobiliser, elle va utiliser, ou bien on dit elle va recruter. D'accord? C'est-à-dire que les fibres musculaires qui se trouvent dans le muscle, elles sont recrutées en fonction de l'intensité. Si l'intensité est faible, eh bien, un nombre limité de fibres musculaires va être utilisé, va être recruté par le muscle pour engendrer un mouvement. Mais si vraiment l'intensité est grande, et là, le muscle il va utiliser un grand nombre, si vous voulez, voire la totalité des fibres qui se trouvent dans le muscle pour engendrer une réponse qui est forte, c'est-à-dire une contraction, bien une réponse qui est forte. D'accord? Et voilà, ça s'explique bien sûr par le fait que le muscle se compose de plusieurs unités qui sont recrutées de plus en plus avec l'augmentation de l'intensité. Et cette loi-là, c'est-à-dire ce phénomène-là, appelé loi de recrutement. Loi de recrutement. D'accord? Loi de recrutement s'explique par le fait que le muscle est composé de plusieurs fibres et que ces fibres-là, elles sont recrutées, elles sont engagées dans la réponse en fonction de l'intensité. D'accord? Et là voilà, maintenant qu'est-ce qu'il va se produire si on c'est la totalité des fibres qui se trouvent dans le muscle et sont recrutées. Qu'est-ce qu'il va se produire? Bien sûr, on aura une stabilisation de quoi? De l'amplitude. Parce qu'on remarque de I2 à I12, nous avons une augmentation de l'amplitude. Et ça s'explique par le recrutement progressif, si vous voulez, de fibres musculaires par le muscle avec l'augmentation de l'intensité. Mais on remarque de I12 à I13, l'amplitude reste constante. Pourquoi elle reste constante? C'est parce que toutes les fibres qui se trouvent dans le muscle ont été excitées, ont été recrutées, ont été utilisées par le muscle. D'accord? Et voilà, le muscle, il ne peut pas engendrer une réponse encore plus forte que ça. D'accord? Parce que toutes les fibres qu'il contient, elles ont été utilisées, elles ont été recrutées. D'accord? Et voilà, l'amplitude, elle va se stabiliser. Lorsque toutes les unités, les fibres musculaires sont recrutées, l'amplitude reste constante. C'est de I2 à I13. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement important de savoir ça. Loi de recrutement. Et voilà. Donc tout ça, c'est juste pour savoir qu'est-ce que ça veut dire la loi de recrutement pour le muscle. Alors maintenant, on va parler de la fatigue musculaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la fatigue musculaire? C'est-à-dire, on va appliquer au muscle plusieurs excitations de même intensité, mais pendant une longue durée. C'est-à-dire, le muscle sera excité plusieurs fois par plusieurs excitations qui sont de même intensité, mais sur une longue durée. D'accord? Alors là, on va voir ce qui va arriver au muscle. Peut-être que le muscle va se fatiguer. Donc, on va essayer de voir quelles sont les caractéristiques de la fatigue musculaire. Lorsque le muscle est excité plusieurs fois, avec plusieurs excitations de même intensité, bien sûr, le muscle, elle va se fatiguer. Mais on doit savoir quels sont les indicateurs de la fatigue musculaire. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui va se produire, si vous voulez, au niveau de la secousse musculaire. Là, vous avez la première figure qui vous montre plusieurs réponses musculaires, plusieurs secousses musculaires. Mais nous avons une secousse C1 et nous avons une secousse CN. Qu'est-ce que ça veut dire C1? C1, c'est la contraction numéro 1. C'est-à-dire, c'est le début. On vient de commencer. C'est-à-dire, on a excité le muscle avec l'excitation numéro 1. On a obtenu une contraction numéro 1. Numéro N, c'est N, c'est-à-dire c'est la dernière contraction. Parce on a excité le muscle avec plusieurs excitations jusqu'à l'excitation N, c'est-à-dire jusqu'à la contraction N. Et on va essayer maintenant de comparer la contraction 1, la contraction 1 avec la contraction N. On va voir quelles sont les différences pour tirer, si vous voulez, les caractéristiques de la fatigue musculaire. Alors, là, vous avez, bien sûr, on va essayer de remarquer tout ça, les deux, la figure que vous avez en dessous, d'accord? Alors là, vous avez la contraction 1, Racha 1, et vous avez la contraction N qui est en tiré. Donc la contraction 1, c'est cette courbe-là, et la contraction N qui est en tiré. D'accord? Alors maintenant, vous avez tout simplement les phases. D'accord? On va essayer de déterminer les phases. Vous avez A, B, C. A, B, C, si vous remarquez bien, ce sont les phases de la secousse musculaire numéro 1. A, B, C, voilà, A, B, C, phase de la première secousse. Et vous avez A', B', C', c'est quoi ça? Ce sont les phases de la dernière secousse. D'accord? C'est-à-dire A,
Prime et A, c'est la phase de latence. B et B', c'est la phase de contraction. Et C prime, c'est la phase de relâchement. Mais A, B, C, c'est de la première secousse. Et A', B', C', c'est de la dernière secousse. Maintenant, on va essayer de voir quelles sont les différences. Alors là, si vous remarquez, on va commencer par la phase A, la phase de latence. Ah, si vous remarquez que la durée de la phase de latence de la première contraction, de la première secousse, est courte par rapport à celle de la deuxième ou bien de la dernière contraction. D'accord? Alors là, nous avons tout simplement pour la contraction N, elle a une phase de latence plus longue. D'accord? Et là, normalement, on remarque qu'il y a une augmentation du temps de latence. D'accord? Alors, durant la fatigue musculaire, la phase de latence est par rapport à la normale, à la première. Maintenant, on remarque qu'au niveau de la phase de contraction, la phase de contraction, elle reste la même. Parce que ça commence depuis ce point-là jusqu'à ce point-là. Et voilà, ça commence, la première contraction, ça commence depuis ce point-là jusqu'à ce point-là. D'accord? Alors, c'est la même chose. La contraction, ça reste la même. Mais on remarque qu'il y a une différence au niveau de l'amplitude. Voilà, ça c'est l'amplitude de la première secousse et ça c'est l'amplitude de la dernière secousse. Voilà, on remarque qu'il y a une diminution, si vous voulez, de l'amplitude de la dernière. Durant la fatigue musculaire, c'est-à-dire la dernière secousse, on remarque qu'il y a une diminution de l'amplitude de la réponse. Maintenant, on va essayer de comparer C' avec C. Alors, on remarque que C, c'est la phase de relâchement de la première et C', c'est la phase de relâchement de la dernière. On remarque que C', elle est très grande par rapport à C. Et voilà, il y a une augmentation du temps du relâchement, de la phase du relâchement. D'accord? Et voilà, ça c'est les principales, si vous voulez, caractéristiques de la fatigue musculaire. Lorsque le muscle est fatigué, on remarque qu'il y a une augmentation de la durée de la phase de latence. Voilà. Après, par rapport à A, il y a une diminution de l'amplitude de la secousse. Voilà. On a remarqué qu'il y a une diminution. Et il y a une augmentation de la durée de la phase de relâchement. Voilà. Ça, c'est les caractéristiques qui ce sont des caractéristiques de la fatigue musculaire. Nous avons une augmentation, une diminution et une augmentation. D'accord? Augmenter, diminuer et augmenter. Augmentation de la phase, de la durée de la phase de latence, diminution de l'amplitude et augmentation de la durée du relâchement, de la phase du relâchement. Voilà, ça c'était en fait les enregistrements de la contraction musculaire. On a essayé de voir les différents concepts liés à l'étude des enregistrements de la contraction musculaire. Donc, on a vu la fusion imparfaite, la fusion parfaite, tétanos imparfait, loi de recrutement, et on a vu aussi les caractéristiques de la fatigue musculaire. Maintenant, on va voir les phénomènes. On va essayer de voir maintenant les phénomènes thermiques et chimiques accompagnant la contraction musculaire. D'accord? Alors, je m'excuse quand il y a un problème au niveau. Voilà, donc nous avons les phénomènes thermiques et chimiques accompagnant la contraction musculaire. Alors, on va commencer par les phénomènes thermiques. Donc là, nous avons tension du muscle, c'est-à-dire nous avons l'enregistrement un myogramme d'une secousse musculaire isolée, c'est-à-dire une réponse, une secousse musculaire avec ses étapes, avec ses phases. Et là, vous avez la quantité de chaleur qui est libérée durant et après la secousse musculaire. D'accord? Alors, on remarque nous avons deux types. Nous avons deux types normalement de chaleur. Nous avons une chaleur qui est libérée durant la secousse musculaire et nous avons un type de chaleur qui est libérée après la fin, c'est-à-dire à la fin, c'est-à-dire après la secousse musculaire. D'accord? Alors nous avons une chaleur initiale et nous avons une chaleur qui est retardée. La chaleur initiale, c'est celle qui est libérée durant la secousse musculaire et elle se divise en deux types, la chaleur de contraction et la chaleur de relâchement. D'accord? Parce qu'il y a une petite partie qui est libérée lors de la contraction
et une petite partie qui est libérée lors de la, lors du relâchement. Nous avons aussi que la durée, parce que c'est le temps ici, la durée de libération, elle est courte, mais la quantité de chaleur, elle est grande. D'accord? Ça, c'est concernant la chaleur initiale. La chaleur initiale a été appelée initiale. Pourquoi? Parce que c'est une chaleur qui est libérée, qui est la première à être libérée. D'accord? Ça, c'est la première, parce qu'elle est libérée durant la secousse. Et la chaleur retardée, c'est après la secousse. D'accord? Voilà, donc par rapport à la chaleur retardée, elle prend une longue durée, elle est libérée pendant une longue durée, mais avec une intensité, avec une quantité qui est faible. D'accord? Mais sur une grande durée, pendant une grande durée. D'accord? Et elle est libérée après la secousse musculaire. Et aussi, il nous reste une chose importante qui est l'origine de cette chaleur. Donc la chaleur initiale et la chaleur retardée, on veut savoir quelle est l'origine, si vous voulez, de cette chaleur. Bien sûr, parce qu'on sait déjà que la chaleur provient des réactions métaboliques, c'est-à-dire de l'ATP. Parce que la chaleur, c'est une énergie, donc elle provient des réactions qui produisent de l'ATP, la respiration cellulaire, etc. D'accord? Donc, bien sûr, nous avons, et c'est la chaleur initiale, c'est la première à être libérée, et bien sûr, cette chaleur-là, elle est libérée par les réactions qui sont rapides, qui se font de façon rapide. Et voilà, c'est pourquoi qu'il nous libère de l'énergie, de la chaleur de façon rapide, donc durant la secousse musculaire. Et la chaleur qui est retardée, bien sûr, elle est libérée après la secousse musculaire, c'est-à-dire qu'il est libéré il provient des réactions qui produisent de l'ATP, mais qui se font de façon lente. Et là, bien sûr, là, tout simplement, les réactions qui se font de façon rapide, c'est des réactions anaérobies. Les réactions qui se font de façon lente, c'est des réactions aérobies. C'est la respiration cellulaire. Et voilà, ça c'est les principales différences entre la chaleur thermique, la chaleur initiale et la chaleur retardée. Par rapport à la chaleur initiale, nous avons une courte durée. Elle est libérée pendant une courte durée. Elle se libère lors de la secousse musculaire. Voilà, lors de la secousse musculaire. Elle se libère en grande quantité. Mais une partie se libère pendant la phase de contraction et l'autre partie, c'est pendant la phase de relâchement et la secousse et la phase de relâchement. Et la source, c'est-à-dire l'origine, si vous voulez, de la chaleur, bien sûr, initiale, et les réactions métaboliques anaérobies. D'accord? La chaleur retardée, elle prend une longue durée, mais se libère après la secousse musculaire, petite quantité par rapport à la chaleur initiale. Et l'origine de la chaleur retardée, c'est la respiration cellulaire. C'est parce que elle est libérée après la secousse musculaire. C'est des réactions qui se font de façon lente qui sont responsables de cette chaleur. Voilà, nous avons deux types de chaleur qui accompagnent la contraction musculaire. Une chaleur qui se libère lors de la secousse musculaire, une chaleur qui se libère après la secousse musculaire. Donc, chaleur initiale et chaleur retardée. Et il faut savoir, ce que vous devez retenir ici, c'est les caractéristiques de la chaleur initiale et les caractéristiques de la chaleur retardée. Et savoir les définir, bien sûr. Alors maintenant, on va voir les phénomènes chimiques et énergétiques qui accompagnent bien sûr la contraction musculaire. Alors là, lors de la contraction musculaire, on remarque qu'il y a une augmentation de la consommation de glucose. Et nous avons une augmentation de la consommation du glycogène. Nous avons une augmentation de la consommation de O2. Et nous avons une augmentation de la quantité de CO2 rejeté. D'accord? Alors, ça, c'est des phénomènes chimiques et énergétiques qui sont remarqués lors d'un effort musculaire, d'une activité sportive. D'accord? On remarque qu'il y a une augmentation de la consommation de glucose et de glycogène et de O2 et une augmentation de la quantité de CO2 rejeté. Et ça, bien sûr, ces paramètres-là qui sont modifiés, qui sont changés lors de la contraction musculaire, bien sûr, il y a une relation entre ces quatre paramètres. Une augmentation de la consommation de glucose, ça va entraîner bien sûr une augmentation de la consommation du glycogène. Pourquoi? Parce que le glucose provient du glycogène, le glycogène qui va être hydrolysé en glucose. D'accord? Et puisque le glucose il est consommé, bien sûr, il est dégradé par la respiration. Eh bien, on va avoir besoin de quoi? De l'oxygène. Alors l'oxygène, il va être consommé aussi en grande quantité. D'accord? Vous avez aussi le CO2 qui est rejeté en grande quantité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on
on dégrade le glucose durant, par exemple, le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs permet de rejeter, bien sûr, le CO2. Et bien sûr, puisque le CO2 est consommé en grande quantité, bien sûr, le CO2 sera rejeté en grande quantité. Et voilà, tous ces quatre paramètres-là, ils sont en relation. Et voilà maintenant quel est l'objectif des modifications. Pourquoi ces modifications? Ces modifications, bien sûr, c'est parce que le muscle a besoin de l'énergie. Et le muscle, elle a besoin de l'énergie. D'accord? Elle doit, pour se contracter, elle a besoin d'énergie. Et pour produire cette énergie, bien sûr, elle doit consommer du glucose qui va entraîner une consommation de glycogène qui va bien sûr provoquer une consommation de O2 et un rejet, si vous voulez, de CO2. D'accord? Alors, c'est toutes ces modifications-là se font pour produire l'ATP nécessaire à la contraction musculaire. Et bien sûr, qui est responsable, ce qui est responsable de cette production d'ATP, c'est bien sûr la respiration cellulaire et la fermentation. C'est-à-dire la production de l'ATP nécessaire à la contraction se fait par deux voies, la respiration cellulaire et la fermentation. Et voilà ce qui est les facteurs qui sont responsables, bien sûr, de ces changements-là, de ces modifications-là, de ces phénomènes-là, c'est la respiration cellulaire et la fermentation. C'est parce que le muscle a besoin d'énergie, elle doit faire la respiration et la fermentation. Et voilà, bien sûr, elle doit consommer le glucose qui va être accompagné par une consommation de glycogène, consommation de O2 et un rejet de CO2. Voilà, ça c'est les phénomènes énergétiques et chimiques qui accompagnent la contraction musculaire. Maintenant, on a terminé avec ça. Maintenant, on va voir la structure du muscle scolétique. L'objectif, le cours, c'est de savoir comment le muscle il va convertir l'ATP en mouvement, en énergie mécanique. Maintenant, on sait bien que l'ATP nécessaire à la contraction musculaire, il provient de la respiration et de la fermentation. C'est pourquoi qu'on a vu les différentes les modifications. D'accord? Alors maintenant, la structure du muscle. Là, vous avez l'os. Là, vous avez le muscle. Alors, on va voir de quoi il est composé le muscle. Là, vous avez l'os. Vous avez le tendon, c'est la partie qui lie le muscle à l'os. Vous avez le muscle. Vous avez tissu conjonctif. À l'intérieur du muscle, on remarque qu'il y a un tissu conjonctif. Ce tissu conjonctif, bien sûr, elle entoure des structures qui sont appelées des faisceaux de fibres. D'accord? Ça, c'est des faisceaux de fibres qui sont entourés par le tissu conjonctif. Et vous avez ici des capillaires sanguins. D'accord? Là, vous avez aussi une fibre. Alors, on remarque que chaque faisceau est constitué de plusieurs fibres musculaires. Et chaque fibre musculaire, elle est constituée de plusieurs myofibrés. C'est-à-dire fibres musculaires, fibrilles musculaires. Myofibrés, c'est fibrilles musculaires. Myo, c'est muscle. Alors, myofibrés. D'accord? Alors, voilà. Donc, voilà la structure. Le muscle, il est constitué de plusieurs faisceaux de fibres. Chaque faisceau de fibres est constitué de plusieurs fibres musculaires. Chaque fibre musculaire est constituée de plusieurs myofibrés. Voilà. Alors là, il faut savoir une chose importante, c'est que lorsque je dis fibre musculaire, c'est tout simplement c'est une cellule musculaire. D'accord? La fibre musculaire, c'est tout simplement est égal à la cellule musculaire. Voilà. Alors maintenant, on peut dire que le muscle est constitué de plusieurs faisceaux de fibres et chaque faisceau de fibre est constitué de plusieurs fibres musculaires, c'est-à-dire de plusieurs cellules musculaires. Et chaque cellule musculaire, elle est constituée de plusieurs myofibrés. Là, vous avez un fibre musculaire, elle est constituée de plusieurs myofibrés. Alors maintenant, voilà, vous avez le muscle, il est constitué de plusieurs faisceaux de fibres. Chaque faisceau de fibres est constitué de plusieurs fibres musculaires. Voilà, ça c'est la structure de fibres musculaires, ça c'est un dessin, il faut savoir le faire bien sûr, le dessiner. Là, vous avez une cellule musculaire. Là, vous avez bien sûr, la cellule musculaire a un vocabulaire qui est propre à lui, à elle, parce que déjà, ça c'est le sarcolème. Le sarcolème déjà, ça a l'équivalent de la membrane plasmique pour les autres cellules. Mais pour la cellule musculaire, ça c'est le sarcolème. Ça c'est le milieu intracellulaire, ça s'appelle le cytoplasme pour les autres. Mais pour la cellule musculaire, ça c'est le sarcoplasme. Ça vous avez bien sûr les noyaux. Donc on remarque que cette cellule est multinucléée, c'est-à-dire elle contient plusieurs noyaux, pas comme les autres cellules, un seul noyau qui est présent en général dans les autres cellules. Mais pour la cellule musculaire, déjà il y a plusieurs noyaux. Et on remarque que cette cellule musculaire, elle est étendue, elle est grande, elle est de grande taille. D'accord? Alors on remarque qu'il y a des bandes à l'intérieur de cette cellule. Vous avez des bandes qui sont sombres et vous avez les bandes qui sont claires. Et vous avez, bien sûr, à l'intérieur des cellules musculaires, comme on a vu, des fibres musculaires, il y a des myofibrés. D'accord?
Alors ça, c'est une coupe pardon, longitudinale au niveau d'un fibre musculaire. Fibre musculaire, c'est quoi? C'est une cellule musculaire. Voilà. Un fibre musculaire, il est constitué, on a dit, de plusieurs myofibrés. Voilà, ça c'est les myofibrés. Et voilà, vous remarquez que cette partie jaune, bien sûr, c'est le sarcoplasme. D'accord? Et bien sûr, vous avez le sarcoplasme. Vous avez là, vous remarquez qu'il y a des tubules transversaux. Et les tubules transversaux, elles proviennent de quoi? Elles proviennent de réticulum sarcoplasmique. Le réticulum sarcoplasmique, bah, c'est un réseau, si vous voulez. C'est un réseau membranaire, Chabaka, Richaya membranaire, qui se trouve à l'intérieur de la cellule musculaire. Bien sûr, elle se trouve à l'intérieur de toutes les cellules, mais il est très développé, très développé, très grande dans les cellules musculaires. Et elle, comme on peut le voir, elle entoure les myofibrés qui se trouvent dans la cellule musculaire. Et vous avez les mitochondries. Les mitochondries, bien sûr, c'est pour produire de l'énergie parce que les cellules musculaires, elles aussi, ont besoin d'énergie. Alors, et voilà, les fibres musculaires elles sont constituées de myofibrés. Voilà. Et là, on peut dire que le myofibré, c'est l'unité de base de la fibre musculaire. C'est-à-dire, la fibre musculaire, elle est constituée essentiellement d'une structure qui s'appelle les myofibrés. D'accord? C'est-à-dire, la cellule musculaire, elle est constituée de myofibrés. Voilà. Alors maintenant, on va passer, donc voilà, donc ça c'est le tendon, ça c'est le muscle corps musculaire, ça c'est le faisceau de fibres, ça c'est les fibres musculaires, ça c'est les myofibrés. Maintenant, on doit savoir la structure du myofibré, parce que la plus petite structure qu'on connaît maintenant, c'est les myofibrés. Maintenant, on veut savoir de quoi ils sont constitués les myofibrés. Alors toujours, alors là vous avez bien sûr les myofibrés, là c'est une structure de myofibrés. On remarque que ces myofibrés-là, ils sont constitués, comme on peut le voir, de deux types de filaments. On a des filaments qui sont en rouge et vous avez des filaments qui sont en bleu. D'accord? Vous avez deux types de filaments qui constituent les myofibrés. Maintenant, on est où? On est à l'intérieur de la cellule musculaire. Et on est exactement au niveau de la myofibrée. La myofibrée, maintenant, on veut savoir quelle est sa structure. Les myofibrés sont constitués bien sûr, de deux types de filaments. Des filaments qui sont en jaune, pardon, en rouge, et vous avez des filaments qui sont en bleu. Comme vous pouvez le voir, bien sûr, que les filaments qui sont en rouge, ils sont épais, donc khoyaitat samika, épais. Et les filaments qui sont en bleu, ils sont fins, daqiqa, fins, d'accord? Et voilà, on peut dire que les myofibrés sont constitués de myofilaments. Ce sont des filaments musculaires. Et mieux, c'est pour musculaire, donc myofilaments, d'accord? Au lieu de dire filament musculaire, on dit myofilaments, d'accord? Voilà, alors voilà. Là, vous avez, bien sûr, on va voir qui sont les types de filaments qui constituent ce myofibré. Alors, vous avez des filaments qui sont, on a des filaments fins, ce sont les filaments en bleu, et vous avez des filaments qui sont, bien sûr, filaments épais. Ben, ce sont des filaments qui sont en rouge, qui sont épais. Les filaments qui sont fins, les myofilaments fins, appelés filaments d'actine. Les filaments qui sont épais, appelés filaments de myosine. D'accord? Voilà. Alors, et voilà. Ces filaments-là, bien sûr, les filaments épais et les filaments fins et les filaments épais s'organisent les uns par rapport aux autres pour donner une structure qu'on appelle sarcomère. Et sarcomère, c'est une structure, bien sûr, qui est répétitive le long de la myofibrée. C'est-à-dire que la myofibrée, elle est constituée de plusieurs sarcomères. Cette sarcomère, cette sarcomère elle résulte de l'organisation des filaments épais par rapport aux filaments fins. C'est-à-dire des filaments épais et fins s'organisent d'une façon à ce qu'elles donnent une structure qu'on appelle sarcomère. D'accord. Alors maintenant, revenons maintenant pour se mettre sur la ligne. Alors vous avez le muscle. Le muscle il est constitué de quoi? Un faisceau de fibres. Faisceau de fibres constitué de quoi? Fibres musculaires. Plusieurs fibres musculaires. Plusieurs fibres musculaires. Chaque fibre musculaire est constituée de quoi? De myofibrils. Et voilà maintenant, le myofibril est constitué de quoi? De deux types de filaments. Filaments de myosine et filaments d'actine. Filaments de myosine, c'est-à-dire filaments épais. Filaments d'actine, c'est-à-dire filaments fins. Alors maintenant, les filaments de myosine et filaments d'actine s'organisent les uns par rapport aux autres pour donner une structure que l'on appelle sarcomère. Et voilà maintenant, on veut savoir de quoi il est constitué le sarcomère. Alors voilà, là vous avez 12 sarcomères successifs. Là vous avez deux sarcomères successifs. Donc vous avez, comme vous pouvez le voir, vous avez une bande qui est bande sombre
Et c'est la même bande que nous avons remarquée au niveau de la cellule musculaire, quand on a vu le dessin. Alors, vous avez une bande qui est sombre, c'est A. Vous avez une bande claire. Alors, nous avons une succession de bandes sombres et bandes claires. D'accord? Vous avez à l'intérieur de la bande sombre, il existe une autre bande qu'on appelle bande H. D'accord? Elle se trouve à l'intérieur, au centre de la bande sombre. Vous avez, bien sûr, ça c'est ce qui est bien sûr ce qui est, et puis ça c'est les filaments bien sûr de myosine, et ça c'est les filaments d'actine. Et vous avez dans la bande claire, elle est caractérisée par une strie qu'on appelle la strie Z. D'accord? La strie Z. Et vous avez les myofilaments qui sont myosine et actine. Alors, la bande sombre est due à la présence des filaments, bien sûr, les filaments épais. La bande claire, elle est caractérisée par la présence des filaments fins, c'est-à-dire d'actine. Et il est caractérisé par la présence d'une strie Z. D'accord? Voilà. Alors maintenant, voyons tout ça du plus près. Alors vous avez l'actine, filament d'actine. Ça, c'est les filaments de myosine. Vous avez la bande claire. Vous avez la bande sombre. Au centre de la bande sombre, nous avons une bande H. D'accord? Bien sûr, la bande sombre, elle est définie par quoi? Elle est limitée, la bande sombre, par les filaments de myosine. D'accord? Mais, comme vous pouvez le voir, elle est constituée à la fois de filaments de myosine et d'actine, à l'exception de la bande H. La bande H بوحديتها ما فيهاش l'actine. Mais la bande sombre فيها l'actine وفيها الميوزين, ولكن la bande H فيها غير الميوزين. La bande claire فيها seulement l'actine, فيها la strézède. Voilà. Alors voilà, ça c'est la strézède. Et voilà la partie, bien la région, bien la zone qui se trouve entre les deux strézèdes successifs, cette strézède-là et cette strézède s'appelle sarcomère. Ce sarcomère, c'est la partie qui se trouve entre deux strézèdes successifs. D'accord? Voilà, alors ça c'est sarcomère. Alors c'est quoi le sarcomère? Sarcomère, tout simplement, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle de la fibre musculaire. Sarcomère, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle de la fibre musculaire. C'est-à-dire, la fibre musculaire, c'est la cellule musculaire. Elle se contracte, bien sûr. Et bien, cette contraction se fait essentiellement au niveau du sarcomère. C'est parce que le sarcomère se contracte que le muscle, que la fibre musculaire se contracte et que le muscle se contracte. D'accord? Voilà, ça c'est la structure du sarcomère. Il faut savoir la dessiner, savoir la légender, bien sûr. Alors maintenant, on va savoir. Maintenant, la plus petite structure que nous connaissons maintenant, c'est des myofilaments. D'accord? C'est-à-dire les filaments d'actine du muscle. Maintenant, on veut savoir quelle est la structure des filaments musculaires, les myofilaments. Alors, et là, vous avez bien sûr les filaments du myosine. Et là, on va voir que les filaments du myosine, ils sont constitués de quoi? Ils sont constitués de plusieurs molécules de myosine. Ça, c'est la filament du myosine, la filament épais. Elle est constituée de plusieurs molécules de myosine. Et chaque molécule de myosine, il est constitué d'un tige plus une tête de myosine. D'accord? Voilà. Alors, le filament de myosine, il est constitué de plusieurs molécules, des centaines de molécules de molécules de myosine. Et chaque molécule de myosine, il est constitué d'un tige et d'une tête de myosine. Maintenant, concernant la filament d'actine. Filament d'actine, comme vous pouvez le voir, il est constitué de trois types de protéines. Vous avez la tropomyosine, qui est une protéine filamenteuse, sous forme de filament. Vous avez l'actine, aussi, c'est plusieurs protéines qui sont réunies pour donner aussi une forme filamenteuse, qui est en rouge. Vous avez aussi la troponine. La troponine, non, ce n'est pas une protéine filamenteuse, c'est des complexes qui sont répétés, bien sûr, le long de l'actine. Voilà. Et c'est parce que nous avons une grande proportion, c'est-à-dire la dominance. Quelle est la protéine la plus dominante là? C'est la protéine d'actine. C'est pourquoi que le myofilament a été appelé filament d'actine. C'est parce qu'il y a une grande quantité d'actine. C'est-à-dire la protéine d'actine qui est présente en grande quantité. Myofilament d'actine constitué d'actine, tropomyosine et troponine. Trois types de protéines. D'accord? Alors, il faut savoir faire la différence entre ces structures, entre ces filaments musculaires. Voilà. Donc, ça, c'est voilà, les premières, les dernières structures qu'on va voir maintenant. C'est les filaments musculaires. D'accord? Chaque filament, il est constitué, bien sûr,
le filament de myosine est constitué de plusieurs molécules de myosine. Chaque molécule de myosine est constituée d'un tige et tête de myosine. Vous avez le filament d'actine, il est constitué de trois types de protéines, actine, tropomyosine et troponine. Maintenant, on va répéter maintenant l'enchaînement. Le muscle constitué de plusieurs faisceaux de fibres, constitué de plusieurs fibres musculaires. Chaque fibre musculaire est constituée de plusieurs myofibrés. Chaque myofibré est constitué de deux types de filaments. Filament d'actine, filament de myosine. Donc voilà. Donc chaque maintenant filament, la filament d'actine est constitué de protéines d'actine, protéines de tropomyosine, protéines de troponine. Myosine, elle est constituée de molécules de myosine qui est constituée elle-même d'un tige plus une tête. Voilà. Alors maintenant, on va voir les mécanismes de, bien sûr, de la contraction musculaire. On va voir le mécanisme. Maintenant, on va voir comment le muscle se contracte. Et pour ce faire, pour savoir comment le muscle se contracte, on va essayer de observer un cercle, parce qu'on a dit que l'unité fondamentale fonctionnelle du fibre musculaire, c'est le sarcomère. Pour savoir comment le muscle se contracte, on doit savoir comment la fibre musculaire se contracte. Et pour savoir comment la fibre musculaire se contracte, on doit savoir comment le sarcomère se contracte. Parce que la contraction se fait essentiellement, exactement au niveau du sarcomère. Alors, vous avez un sarcomère qui est relâché et un sarcomère qui est contracté. Pour savoir quelles sont les modifications qui, qui surviennent lors de la contraction au niveau du sarcomère, on doit observer un sarcomère relâché, un sarcomère contracté. Alors, sarcomère relâché, on remarque déjà que la bande claire, ça c'est la bande claire, elle va être réduite lorsque le sarcomère va se contracter. Du relâchement à la contraction, nous avons une réduction de la bande H. Non, pardon, voilà, de la bande claire. Vous avez une constance de la bande sombre, elle reste la même, parce qu'elle est définie par les filaments de myosine. Mais par contre, on remarque que la bande H ici, elle va être réduite, la réduction de la bande H. Vous remarquez que les deux Z, elles ont été rapprochées, un rapprochement, un raccourcissement, un rapprochement des Z. Et voilà, ça c'est le sarcomère qui est limité, qui se trouve entre les deux Z. Elle a été, la longueur de sarcomère a été réduite. D'accord? Et voilà, ça c'est les différentes caractéristiques des différents, tout simplement, caractéristiques d'un sarcomère qui est contracté. Lorsqu'on passe d'un sarcomère relâché à un sarcomère contracté, on remarque bien sûr que nous avons une réduction de la bande claire, une réduction de la bande H et un raccourcissement du sarcomère et un rapprochement du Z. Alors voilà, donc la comparaison entre un sarcomère contracté et un sarcomère au repos, le repos c'est-à-dire non contracté, relâché, montre que la contraction ne se traduit pas. Il y a un raccourcissement des sarcomères, une réduction de la longueur des bandes claires et de la bande H, une constance des bandes sombres, et la longueur des myofilaments reste constante. Bien sûr, la longueur des myofilaments, que ce soit les filaments d'action museuse, reste constante. Vous avez ceci. Ceci, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que, et au cours de la contraction, il n'y a pas de raccourcissement bien sûr, des myofilaments. C'est-à-dire que les myofilaments d'actine et myosine ne sont pas raccourcis lors de la contraction. La taille la longueur de ces filaments n'est pas touchée lors de la contraction. Mais seulement, il y a un simple glissement entre ces filaments. Il n'y a pas de raccourcissement des filaments lors de la contraction musculaire. Il y a seulement un simple glissement entre ces myofilaments d'actine par rapport aux myosines, ce qui aboutit au raccourcissement de du sarcomère. Et voilà, là, et voilà, ça provoque la contraction du sarcomère et la contraction de la cellule musculaire. Et voilà la contraction de tout le muscle. D'accord? Voilà, on a des soucis prouvent qu'il y a au cours de la contraction un glissement des filaments d'actine par rapport au myofilament de myosine, la contraction, ou bien le sarcomère, est donc l'unité fonctionnelle de la fibre musculaire parce que la contraction se fait exactement au niveau du sarcomère. Voilà. Voilà, tout ça, il faut bien sûr le mémoriser parce que il faut savoir que la contraction musculaire n'est pas liée à un raccourcissement. ما كاينش raccourcissement, ما كاينش تقصير في filament de myosine et d'actine. La longueur reste constante, mais il y a seulement un glissement des filaments d'actine par rapport aux filaments de myosine. Et voilà ce qui produit la contraction. Voilà. Alors maintenant, on va voir les conditions de la contraction musculaire. Les conditions de la contraction musculaire, nous avons deux conditions très importantes, deux éléments essentiels à la contraction musculaire.
Là, nous avons la figure 1 qui présente tension de la myofibrille, c'est la contraction de la myofibrille, et vous avez l'excitation et vous avez la quantité de CA2+ libérée. Alors, on remarque après l'excitation, ça c'est le moment d'excitation, après l'excitation directement, nous avons une augmentation de CA2+ libérée. Et juste après la libération de CA2+, nous avons la fibre, comment la myofibrille commence à se contracter. Il y a l'augmentation de la tension de la myofibrille. D'accord? Cela veut dire que cela, qu'est-ce qu'il nous montre? Elle nous montre que le CA2+, il est très important parce que ce qui est intermédiaire entre l'excitation et entre la tension de myofibrille, c'est la libération de CA2+. Juste après l'excitation, nous avons une augmentation de la libération et juste après l'augmentation de la libération de CA2+, bien sûr le CA2+, d'où il est libéré? Fin quand le CA2+. Le CA2+, il se trouve dans le réticulum sarcoplasmique qu'on a vu tout à l'heure. On a dit que la cellule musculaire, elle contient un réticulum sarcoplasmique très développé. Le réticulum sarcoplasmique, il stocke de CA2+. D'accord? Le CA2+, ou bien juste après l'excitation, il est libéré du réticulum sarcoplasmique et il va être libéré dans le sarcoplasme de la cellule. Voilà. Et juste après la libération du CA2+, de la, du réticulum sarcoplasmique au sarcoplasme, il y a une augmentation de la tension de la myofibrille. Maintenant, la figure 2. La figure 2, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une graphique qui montre tension de la myofibrille par rapport au temps. Alors là, vous avez tout simplement, on a ajouté le CA2+ et l'ATP. Et on remarque qu'il y a une augmentation de la tension, c'est-à-dire qu'il y a la contraction. Mais dès qu'on ajoute tout simplement le salergan, euh, c'est tout simplement une substance qui bloque l'utilisation de l'ATP. D'accord? C'est-à-dire, pardon, de CA2+. D'accord? C'est comme si on n'a pas de CA2+. Ce qui bloque ou bien inhibe l'utilisation du CA2+. On remarque que directement après l'ajout de salergan, on remarque qu'il y a l'arrêt, qu'il y a une diminution de la tension, c'est-à-dire qu'il y a l'arrêt de la contraction. Cela veut dire que CA2+, il est important. Là, on ajoute le chalétor. Donc, on ajoute CA2+ et l'ATP. Donc, on remarque qu'il y a une contraction. Et on ajoute le chalétor. On remarque que le chalétor, ça vraiment, ça va bloquer la phosphorylation de l'ATP. C'est comme il n'y a pas de l'ATP. D'accord? Voilà. Donc là, en fait, on remarque qu'il y a, après le blocage de la phosphorylation de l'ATP, il y a un arrêt, si vous voulez, de quoi? Un arrêt de contraction. Et voilà, nous avons bien sûr, on peut constater que l'ATP, il est très importante, il est essentiel pour la contraction musculaire. Lorsqu'on rajoute encore une autre fois CA2+ l'ATP, il y a une augmentation de la tension. Alors ici, ce que vous devez retenir, c'est que la contraction musculaire nécessite la présence de CA2+ et de l'ATP. L'ATP, bien sûr, il est produit par les réactions métaboliques, mais mais CA2+, bien sûr, elle est stockée dans le réticulum sarcoplasmique. Maintenant, on va voir les étapes de la contraction musculaire. Comment se produit la contraction musculaire? Alors là, on va commencer par là. Alors là, pour que la contraction musculaire se produise, au début, il faut qu'il y ait une contraction, pardon, une excitation. Parce qu'on a dit une excitation au début, d'accord? Il faut d'abord avoir une excitation pour que la contraction puisse se produire, d'accord? Alors, donc, d'abord, on va exciter la fibre musculaire. Voilà, d'abord là, vous avez, ça c'est le filament de myosine. Ça, c'est filament d'actine. Filament de myosine est constitué, on a dit, de plusieurs têtes de myosine. Et comme vous pouvez le voir, il est toujours la tête de myosine sur laquelle il est fixé l'ADP et PI, c'est-à-dire l'ATP. D'accord? Et vous avez le filament d'actine. Le filament d'actine est constitué de tropomyosine, l'actine et troponine. Les trois protéines qu'on a vues tout à l'heure. Alors après l'excitation de la fibre musculaire, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une libération de CA2+ du réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme. Voilà le CA2+. C'est symbolisé par ces points. Alors, lorsqu'on excite le muscle, il y a d'abord une libération de CA2+. Le CA2+, il est libéré dans le sarcoplasme. Il va aller se fixer sur quoi? Sur la troponine. Voilà. Il se fixe sur la troponine. Dès qu'il va se fixer sur la troponine était, donc au début, elle masque. Qu'est-ce qu'il fait? Elle masque. Parce qu'elle masque des sites de fixation des têtes de myosine, Parce qu'au début, le tropomyosine se trouve surtout sur
les sites de fixation de tête de musine. Alors, les têtes de musine ne peuvent pas se fixer parce que les sites ils sont masqués. D'accord? Ils sont privés par la tropomusine. Voilà, donc nous avons maintenant, lorsque le CA2+, il va se fixer sur la troponine, bien sûr, il y aura un démasquage, c'est-à-dire un changement de forme de tropomusine et un démasquage, si vous voulez, des sites de fixation de têtes de musine. Et voilà, les têtes de musine, elles vont se fixer. Donc, vous avez, après la libération, vous avez la fixation de CA2+ sur la troponine, démasquage des sites de liaison des têtes de musine à l'actine. Voilà. Alors, les têtes de musine se fixent toujours avec la DP et PE, c'est-à-dire avec la TP. Alors là, lorsque les têtes de musine sont fixées sur l'actine, elles se forment bien sûr un complexe actomyosine. Donc, elles se forment un complexe qu'on appelle actomyosine. Ou bien, on appelle ça des ponts transversaux. Ce sont des ponts transversaux entre la myosine et l'actine. Ça, c'est un complexe acte-myosine. On va voir qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite. Par la suite, vous remarquez que les têtes de myosine, toujours ici, elles ont l'ADP et PI, mais maintenant, elles vont libérer. Il y a la libération de l'ADP et PI. Lorsque les têtes de myosine vont libérer l'ADP et PI, c'est-à-dire elles vont profiter de l'énergie qui a été contenue, parce que c'était l'ATP ici. D'accord? Alors maintenant, lorsque les têtes de myosine vont libérer l'ADP et PI, il y aurait une rotation. D'accord? Alors, ils vont changer de forme. Voilà l'état de mesure, comment il était. Maintenant, ils font une rotation. D'accord? Alors, nous avons l'état de mesure qui change de forme. Et lorsqu'il y a une rotation, si vous voulez, des têtes de musines, elles vont bien sûr provoquer un glissement. D'accord? Ils vont attirer le filament d'actine parce qu'il est fixé sur le filament d'actine. D'accord? Alors, il y a un glissement, si vous voulez, de filament d'actine suite à la rotation des têtes de myosine. Et voilà, vous avez un glissement et lorsqu'il y a un glissement, nous avons une contraction. Alors, la libération de l'ADP et PE et changement de conformation des têtes de myosine, glissement puis contraction. D'accord? Alors maintenant, on est dans l'état de contraction. Le muscle maintenant, il est contracté. Maintenant, la phase qui va venir, c'est la phase de, bien sûr, c'est la phase de relâchement. Alors pour que le muscle puisse se relâcher, on va avoir une nouvelle molécule d'ATP qui va se fixer sur la tête de myosine. D'accord? D'accord? Une nouvelle molécule d'ATP qui va se fixer sur la tête de myosine. Dès que cette molécule d'ATP va se fixer sur les têtes de myosine, le myosine, elle va se dissocier de l'actine. D'accord? On aura une dissociation des myosines de l'actine suite à la fixation, seulement la fixation de l'ATP sur la tête des myosines, d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête des myosines, provoque la dissociation, la séparation des têtes des myosines de l'actine, mais toujours tête des myosines avec sa forme. D'accord? Et voilà la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP et dissociation des têtes des myosines de l'actine. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir? Maintenant, en fait, cette ATP, elle va être hydrolysée en ADP et PI. Cette hydrolyse d'ATP en ADP et PI, bien sûr, puisque l'ADP et PI restent toujours fixés sur les têtes de myosine, ça ne veut pas dire que qu'on a profité de cette énergie. C'est-à-dire que l'énergie est toujours là. Il n'a pas été utilisé. D'accord? Mais cette hydrolyse, elle va tout simplement provoquer elle va tout simplement faire que les têtes de myosine, elles vont revenir à leur état initial. C'est-à-dire elles vont reprendre leur forme. D'accord? C'est la forme initiale parce elles ont fait une rotation, c'est-à-dire suite à une rotation qui a été produite ici lors de la libération. Donc maintenant, même cette molécule d'ATP a été fixée, elles sont toujours à la même forme, mais lorsque l'ATP est transformé en ADP-PI, donc là, nous avons tout simplement une forme. C'est-à-dire les têtes de musine reprennent leur forme initiale. Les têtes de musine, elle va reprendre bien sûr, la forme initiale. Et toujours dissociée. Voilà. Alors, l'hydrolyse de l'ATP en ADP-PI et les têtes de musine reprennent leur forme initiale, c'est le relâchement. Maintenant, il survient le relâchement. Maintenant, on a revenu à la dernière phase de la contraction de la secousse musculaire, c'est le relâchement. Maintenant, nous avons deux cas de figure. Soit on va répéter le cycle, répétition du cycle en présence toujours de CA2+.
Si le Ca2+ reste dans le sarcoplasme, bien sûr, il va être toujours fixé sur la troponine. Bien sûr, toujours les sites seront accessibles. Les sites de fixation seront accessibles pour la tête de musée. La tête de musée, elle va se refixer. Et voilà, on refera le cycle de nouveau. Mais en cas de, bien sûr, pour que le Ca2+ puisse rester dans le sarcoplasme, باش يبقى لنا Ca2+ dans le sarcoplasme, c'est toujours de l'excitation. Alors, il a pratiqué l'excitation, le CA2+, il va rester dans le sarcoplasme. Et on va refaire le cycle. On va une autre contraction. Mais si on, tout simplement, on arrête l'excitation, et on arrête l'excitation de muscles, les CA2+, ils vont être pompés dans bien sûr, ils vont être pompés dans le réticulum sarcoplasmique. Ils vont revenir dans le réticulum sarcoplasmique. Et si les CA2+ revient, ou bien entre dans le réticulum sarcoplasmique, les sites de fixation deviendront masqués par la tropomyosine et le muscle va entrer dans le repos. D'accord? Voilà, ça c'est les différentes étapes, si vous voulez, de la contraction musculaire. On a commencé avec la première, qui est en fait l'excitation et la libération de CA2+, du réticulum sarcoplasmique dans le sarcoplasme. CA2+ se fixe sur la troponine, démasquage des sites de fixation des têtes de myosine, c'est-à-dire les sites de fixation deviennent accessibles pour les têtes de myosine. Les têtes de myosine se fixent, formation de complexe acte-myosine, la libération d'ADP et PE et rotation des têtes de myosine et glissement de l'actine sur myosine et la contraction. Voilà, vous avez la fixation d'une nouvelle molécule de l'ATP et la dissociation des têtes de myosine de l'actine. Vous avez par la suite, vous avez l'hydrolyse de l'ATP en ADP, PE, vous avez des têtes de myosine qui vont reprendre leur forme initiale. Et par la suite, nous avons deux cas de figure. Soit on va répéter le cycle toujours en présence de Ca2+ et en cas de l'excitation, soit nous avons, au cas de l'arrêt de l'excitation, on aura un pompage de Ca2+ dans les réticulum sarcoplasmique. Et voilà, le muscle va entrer dans l'état de repos, c'est-à-dire il va entrer dans le repos. Voilà. Alors maintenant, on va voir la régénération de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. On va voir maintenant comment, on a vu que le muscle, pour se contracter, il a besoin d'énergie. Parce que c'est là. C'est là tout simplement, c'est au niveau du complexe acte-myosine. C'est le complexe acte-myosine. Le complexe acte-myosine que se fait. Maintenant, après la libération de l'ADP, qu'on va bénéficier de l'énergie de l'ATP. L'énergie de l'ATP, mais je ne sais pas كنستافدوش من هنا كتبقاو فيكسين لا دي بي بي اي طالما طونكو لا دي بي بي اي sont fixés sur la tête de myosine, nous n'avons pas encore bénéficié de l'ATP, de l'énergie qui est contenue هنا. L'énergie فوقاش غنستافدو منها حتى كيتم la libération de la DPI. D'accord? Et voilà, là, normalement, lorsque tout simplement on libère la DPI, on bénéficie de cette énergie et cette énergie est transformée en un glissement. Et ce glissement, c'est une contraction. Et bien sûr, c'est un mouvement. C'est un mouvement mécanique. C'est une énergie mécanique. Eh bien, c'est au niveau de complexe acte-myosine que se fait la transformation, ou bien la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique. Parce que ça se pose dans les questions, surtout au niveau des l'écocène. Donc, c'est à quel niveau se fait par exemple la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique, c'est au niveau du complexe acte-myosine. Maintenant, on va voir, bien sûr, après la libération et après la contraction, on a besoin d'une autre molécule d'ATP pour faire la dissociation. Cette molécule d'ATP, elle provient des réactions métaboliques. On va voir maintenant quelles sont les réactions qui régénèrent de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Et voilà, on va voir des voies anaérobies. Il y a plusieurs voies qui régénèrent, qui produisent de l'ATP nécessaire à la contraction musculaire. Il y a des voies anaérobies immédiates. Ce sont les voies de phosphocréatine. La voie de phosphocréatine, c'est quoi la phosphocréatine? C'est une molécule riche en énergie qui se trouve dans les fibres musculaires, c'est dans les cellules musculaires. Selon la réaction suivante, nous avons PC, qui est le phosphocréatine, plus une molécule d'ADP, ça va donner la créatine plus l'ATP. Voilà, on a produit de l'ATP à partir de phosphocréatine qui est stockée dans la cellule musculaire. Alors, c'est une réaction qui est très vite, très rapide. Voilà, lorsque le muscle commence à se contracter, elle commence par faire l'hydrolyse, par faire la transformation, par produire l'énergie à partir de PC, parce que c'est rapide. D'accord? Et voilà, là, ça ne nécessite pas l'intervention de O2. Il n'y a pas l'intervention de O2 anaérobie. Voilà.
Vous avez aussi la voie de l'ADP. Alors, la molécule d'ADP, lorsqu'elle est présente en grande quantité dans nos sarcoplasmes, qu'est-ce qu'il fait la cellule musculaire? Elle va prendre deux molécules d'ADP et il va bien sûr les, euh, euh, les fusionner, d'accord? Donc ADP plus ADP, il va les unir, d'accord? Et voilà, l'ADP plus ADP, ça va donner ATP, c'est-à-dire là nous avons deux phosphates et là nous avons deux phosphates. Un phosphate, il va être arraché de cette molécule et il va être rajouté, additionné à cette molécule. Et on aura ATP plus AMP, adénosine monophosphate. Mono, c'est 1. Donc, parce qu'on a pris واحد la molécule, واحد الفوسفات من هنا وبقى لي كانوا جوج بقى واحد. D'accord? Donc, AMP et ici, on laisse ATP. Voilà, ça c'est deuxième voie. C'est une voie qui est rapide aussi. Alors, il faut savoir écrire les réactions. Maintenant, on va voir des voies anaérobies de moyenne vitesse. Alors, on a vu immédiate, nous avons deux voies immédiates, nous avons maintenant deux moyennes vitesses. Moyenne vitesse, c'est tout simplement la fermentation lactique. Mais attention, nous avons deux types de fermentation canal. Il y a la fermentation lactique, il y a la fermentation alcoolique. Pour, la, pour le muscle, pour la cellule musculaire, il y a seulement la fermentation lactique. Et la fermentation lactique se fait dans les cellules musculaires. Et la fermentation alcoolique ne se fait pas dans la cellule musculaire. Elle est très répandue chez les organismes unicellulaires comme les levures, par exemple, comme les bactéries. Mais pour les muscles, elles font la fermentation lactique. يعني ما كاينش la production de l'éthanol dans le muscle. Il y a la production de l'acide lactique. Attention, ça se pose toujours dans les questions. D'accord? Alors, la fermentation lactique, elle est caractérisée du muscle. C'est-à-dire, le muscle ne fait pas la fermentation alcoolique. D'accord? Alors, il n'y a pas de production de l'alcool dans le muscle. Alors, bien sûr, nous avons l'hydrolyse de glycogène parce que le glucose, donc, bien sûr, nous avons la dégradation du glucose, dégradation incomplète du glucose. Mais le glucose, il provient de glycolyse, de glycogène. Alors, c'est le glycogène qui va être hydrolysé en présence de H2O en glucose. Et par la suite, le glucose, elle va être transformé en acide lactique plus 2 ATP. Voilà, ce sont des voies de moyenne vitesse, ne sont pas immédiates, ne sont pas lentes, mais elles sont de moyenne vitesse. Alors, deux acides lactiques qui sont produits. Maintenant, on va voir les voies qui sont aérobies et lentes. Alors, pour ces voies-là, bien sûr, nous avons tout simplement la voie de la respiration cellulaire. Alors, voilà, le glucose plus 6O2 plus 38 ADP plus 38 PI, ça va donner 6 CO2, 6 H2O plus 38 ATP. Voilà, c'est la voie la plus lente, si vous voulez, qui régénère de l'énergie pour la contraction musculaire. Les voies. Alors, pour les voies, nous avons maintenant nous avons maintenant des voies qui sont aérobies, des voies qui sont anaérobies. Pour les voies qui sont anaérobies, nous avons ADP, CP, c'est la phosphocréatine ou bien créatine phosphate, c'est la même chose. CP, OPC, c'est la même chose. Et vous avez la fermentation, qui est alcoolique ou bien lactique. Bien sûr, lactique. Et vous avez la respiration, celle-là. Alors, bien sûr, tous ces voies-là, ils vont concurrer pour produire l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Et voilà, maintenant, on a terminé avec le cours de muscles. J'espère que vous avez très bien compris tout ce chapitre. On va voir quelques questions, bien sûr, de restitution de connaissances, juste pour s'assurer de nos connaissances. Alors, ben voilà les COSM. Donc, on va commencer par la première question. La libération de CO2 issue de la dégradation du glucose se fait au cours des réactions. Bien sûr, le CO2, bien sûr, il provient de la dégradation du glucose et se fait au cours des réactions de la glycolyse de l'hyaloplasme. Bien sûr, la glycolyse ne donne pas de CO2. Cycle de Krebs dans la mitochondrie. Ah, bien sûr, le cycle de Krebs, ça donne de CO2. Réduction de l'acide pyruvique en acide lactique? Non. L'oxydation des transporteurs? Non. Et donc, nous avons seulement la proposition B qui est correcte, parce que le CO2 provient seulement du cycle de Krebs. Deuxième, la bande claire du sarcomère. La bande claire du sarcomère que nous avons vu tout à l'heure renferme les protéines suivantes. Alors, nous avons l'actine, la troponine, la tropomyosine. Nous avons la myosine. La bande claire, on a dit tout à l'heure, elle est constituée de protéines d'actine seulement. Et la protéine d'actine, on a dit que la protéine d'actine est constituée de l'actine et de la troponine et de la tropomyosine. Alors, nous n'avons pas de myosine. Alors, bien sûr que la bande claire, puisque la bande claire contient de l'actine, alors bien sûr, nous avons les protéines qui sont caractéristiques de l'actine. Non, mais l'actine, la troponine et la tropomyosine. Alors, c'est A. 3. Les réactions de la fermentation de l'eau sarcoplasme permettent. Les réactions de la fermentation de l'eau sarcoplasme permettent.
la production de l'acide lactique et de l'éthanol, bien sûr, les réactions de la fermentation de le sarcoplasme. Le sarcoplasme, ça c'est une cellule musculaire, ça c'est un piège là. C'est une cellule musculaire. Musculaire. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que la cellule musculaire ne fait pas la fermentation alcoolique, c'est-à-dire il n'y a pas de production de l'éthanol. Eh bien, est-ce que ça va être vrai? Ça va être faux. L'oxydation de l'acide pyruvique. Est-ce que, bien sûr, l'oxydation de l'acide pyruvique, bien sûr, l'acide pyruvique n'est pas oxydé lors de la fermentation. Il est réduit ou bien il est transformé. Donc, pour la cellule musculaire, il est réduit, il n'est pas oxydé. Alors, la réduction des transporteurs. Est-ce que nous avons, bien sûr, la réduction des transporteurs de NAD plus et de FAD? Bien sûr, ces réductions, nous avons la réduction de NAD durant la glycolyse, mais nous n'avons pas FAD. FAD ما كاينش. FAD se trouve dans la mitochondrie. La phosphorylation des molécules d'ADP, oui, parce que c'est durant la glycolyse que se fait la phosphorylation des molécules d'ADP. La glycolyse, c'est une étape de la fermentation lactique. Et voilà, ce fait-là, c'est D qui est vrai. Alors, les produits de la dégradation d'un acide pyruvique dans la mitochondrie sont donc d'un acide pyruvique dans la mitochondrie, un seul acide pyruvique. D'accord? Alors, dans la mitochondrie. Alors, c'est-à-dire dans la matrice. Alors, vous avez combien de NADH plus H+. Pour l'acétylcoenzyme A, nous avons une seule molécule de NADH plus H+. Pour le cycle du Krebs, nous avons 3. 1 plus 3, c'est 4. Alors, il faut penser qu'il y a 4. Alors, nous avons les deux probabilités maintenant, c'est C ou bien D. On va les vrai. Deuxième FAD. FAD, nous avons une seule molécule de FAD dans le cycle de Krebs. Nous n'avons pas de FAD dans l'acétylcoenzyme A. Alors, ça, on garde les deux propositions. C ou bien D. Une seule molécule d'ADP. Bien, une seule molécule d'ADP. Bien sûr, il n'y a pas d'ADP. L'ADP, il est utilisé comme réactif, il n'est pas produit. Mais maintenant, nous avons l'ATP. Alors, on va garder D, bien sûr, et avec trois molécules de CO2. C'est parce qu'on parle d'un acide pyruvique, pas deux acides pyruviques, d'accord? Alors, voilà, c'est D qui est vrai. Maintenant, on vous demande de donner la réaction globale de la fermentation alcoolique. Fermentation alcoolique, eh ben, c'est très clair. C6H12O6, 2 ADP plus 2 PE plus 2 CH3, 2 CH3, CH2OH, ça va donner la formule, ça c'est la formule de l'acide alcoolique, 2 CO2 et 2 ATP. Et réaction globale du renouvellement d'ATP à partir de phosphocréatine. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. PC plus ATP, ça va donner ATP plus créatine. Définissez la glycolyse. C'est quoi la glycolyse? Bien sûr, tu peux dire c'est une étape commune entre la fermentation et la respiration. C'est une série de réactions enzymatiques sous des relents de l'hyaloplasme et qui aboutit à la formation de deux molécules de pyruvate et de deux ATP. La chaîne respiratoire, c'est un ensemble de transporteurs d'H+, et de électrons qui se localisent dans la membrane mitochondriale interne. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on recopie, c'est vrai ou faux. Alors, l'oxydation du NAD+, se déroule au cours des réactions de la glycolyse et du cycle de Krebs. Alors, l'oxydation de NAD+, se déroule au cours de réactions de la glycolyse et du cycle de Krebs. Nous n'avons pas, durant la glycolyse et le cycle de Krebs, nous n'avons pas l'oxydation. Nous avons la réduction, pas l'oxydation. Alors, c'est faux. Parce que toutes les étapes, la glycolyse, formation d'acétylcoenzyme A, cycle de Krebs, nous avons la réduction. Seulement dans la dernière étape, qui est la phosphorylation oxydative, là où nous avons bien sûr l'oxydation. L'oxydation de NADH plus H+, pas de NAD+, parce que ça c'est la forme oxydée. Alors le tétanos parfait, qu'on a vu tout à l'heure, se produit lorsqu'on applique au muscle une seule excitation de forte intensité. Est-ce que le tétanos parfait résulte d'une seule excitation? Nous avons plusieurs excitations, pas qu'une seule excitation. Alors c'est faux. La chaleur retardée qu'on a vu tout à l'heure, qui accompagne la contraction musculaire, résulte des réactions métaboliques aérobiques. Alors la retardée, bien sûr, qui accompagne la contraction musculaire, résulte des réactions métaboliques. C'est vrai. Au cours de l'activité, donc c'est vrai. Au cours de l'activité musculaire, l'ATP est renouvelé rapidement par la voie de phosphocréatine. Oui, c'est une voie de renouvellement d'ATP qui est rapide, c'est vrai. Alors faux, rapide, vrai, vrai. Voilà, donc on va s'arrêter ici donc pour cette séance. Alors on se verra dans la prochaine séance avec la deuxième unité pour les exercices de raisonnement pour cette unité. Je vais vous envoyer dans le groupe WhatsApp des exercices, d'accord?
qui sont liées à cette unité et je vous demande de faire certains exercices pour les corriger par la suite dans une autre séance. Et pour savoir la méthodologie de la réponse aux questions, yani la méthodologie du travail sur les questions. On va faire une séance. Là, on va voir la méthodologie de réponse aux questions de cette unité. D'accord? Ben, c'est juste pour vous partager cette méthodologie. Voilà. Alors, on se verra dans la prochaine séance. On s'arrêtera, on va s'arrêter ici. Alors, au revoir.